Hey, coucou la famille, ça va? Alors aujourd'hui, je profite de ce cadre magnifique, de ce moment de vie incroyable de mes vacances pour te parler de sexualité. Tu sais que c'est un sujet que j'adore, que j'aborde beaucoup sur ma chaîne et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te parler de ma sexualité sans filtre et sans tabou et surtout de l'évolution de ma sexualité tout au long de ma vie. Je suis une femme de 39 ans, j'ai commencé ma sexualité à 15 ans, donc j'ai quand même une vie sexuée qui est assez longue et il s'est passé beaucoup de choses au cours de toutes ces années de vie sexuelle. Quand je suis arrivée au Brésil, quand j'avais 33 ans, j'ai rejoint un mec et alors que j'allais faire l'amour avec ce mec-là, il me demande qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu aimes. Et quand il me demande ça, ça me fait un énorme choc parce que je me retrouve à bégayer et je ne sais absolument pas quoi répondre. Il me dit qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, et je suis là, je sais pas. Et pour moi c'est un choc parce que je pensais que j'étais une meuf qui était hyper ouverte, libérée sexuellement, qui était très épanouie, tout ça, qui avait découvert, qui avait déjà fait son chemin, machin. Mais je me rends compte qu'à 33 ans et après 18 ans de vie sexuelle, eh ben quasiment jamais on m'a demandé ce que je voulais, ce que j'aimais. Et j'ai beaucoup subi les relations sexuelles dans le sens où je n'étais pas 100% actrice de ces relations sexuelles. Et donc ce choc, il a commencé à amener des interrogations. Comment est-ce que je peux ne pas être capable de répondre à cette question tellement simple? Qu'est-ce que tu aimes quand je suis dans un lit? Ma vie sexuelle, elle a commencé quand j'avais 15 ans. Maintenant, avec le recul, je trouve ça super jeune. Mais à l'époque, je croyais que c'était pas si jeune. Et j'étais trop fière de commencer ma vie sexuelle. Et à l'époque, j'avais un amoureux qui s'appelait David, avec qui j'étais depuis plusieurs mois. Et il me semble qu'on était ensemble depuis 4-5 mois. Et quand t'as 15 ans, 4-5 mois, c'est une vie, tu vois, c'est quasiment un mariage. Et lui-même, j'ai découvert après que lui-même était vierge. Moi, j'étais vierge. Et on a décidé ensemble d'avoir notre première fois. Donc, je l'ai découvert après, mais avant notre première fois. On a décidé ensemble d'avoir notre première fois. Et c'était vraiment un bon moment. C'était une bonne première fois. Et j'ai plein de copines de moi qui n'ont pas eu des bonnes premières fois. La mienne a été plutôt cool. En gros, déjà, David et moi, on avait le même âge. C'est important. On avait le même âge. Je dis c'est important parce que je pense pas que ce sont les mêmes expériences quand on est avec des mecs qui sont beaucoup plus vieux, qui ont déjà beaucoup d'expérience, tout ça, c'est vraiment différent. Pour le coup, nous, même âge, même niveau d'expérience, on avait profité du fait que ma mère n'était pas là pendant plusieurs jours chez moi pour qu'il vienne. Non, elle n'était pas là pendant une journée entière. Il était venu chez moi. Il y avait mon meilleur ami qui faisait le guet en bas de chez moi, ridicule. Et donc, je me souviens que je m'étais hyper préparée pour ce jour-là. J'en avais parlé à ma meilleure amie, tout ça. Ah oui, pourquoi je viens de me rappeler. J'avais combiné, c'est pas en français. J'avais décidé de faire ce jour-là parce que ma meilleure amie venait de perdre sa virginité. Avait eu sa première fois. Et moi, j'étais trop jalouse, mais dans le bon sens de jalouse. Genre, j'avais trop marronné en mode « Quoi? Toi, tu l'as fait, pas moi, nanana. » Et donc, je l'avais fait quelques jours plus tard. Et dès qu'elle avait terminé sa première fois, elle m'avait appelé direct pour me raconter « Oui, Laetitia, c'était comme ça, il s'est passé ça, nanana. » Et moi, dès que j'ai eu terminé, je l'appelais direct « Anaïs, il s'est passé ça, nanana. » Bref, trop marrant. Et donc, on est chez moi, mon meilleur ami en bas. Je me prépare. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais mis des sous-vêtements rouges à dentelle. Ridicule. Avec le recul, je ne mettrais pas des sous-vêtements rouges à dentelle, j'en mets même pas à 40 ans. Mais à 15 ans, vraiment, ça n'avait aucun rapport entre la jeune fille que j'étais à l'époque et tout ce que ça peut représenter, une lingerie ultra sexy rouge. Mais pourquoi pas? Et alors, ma première fois n'a pas été très douloureuse. C'était cool, mais c'était pas non plus agréable. C'était vraiment genre deux jeunes qui savent pas trop ce qu'ils font, mais qui y vont. Et je me souviens que quand il m'a pénétrée, je ne sentais rien. En fait, j'étais un peu anesthésiée. C'est bizarre, hein, j'étais un peu anesthésiée. Je sais pas si c'était la douleur, la peur, machin, un peu anesthésiée. Mais j'avais pas hyper mal, mais c'était pas hyper agréable. Et je me souviens que je lui ai demandé, est-ce que tu es dedans? Trop marrant. Est-ce que tu es dedans? Bref. C'était pas la première fois que je voyais un kiki. On avait fait plein d'autres choses. Donc en vrai ma sexualité a commencé un petit peu avant. On avait expérimenté plein de trucs mais qui étaient très légers et donc là c'était la première fois avec pénétration réellement et c'était cool et à la fin on s'est fait des câlins, des bisous, machin, voilà, c'était juste tout doux. Je me souviens par contre que on avait eu peur que le préservatif ait craqué. On n'y connaissait rien en fait. Et donc, tu sais, quand tu connais rien, que
t'as des peurs qui sont pas trop justifiées. Ben, c'était un peu comme ça. On avait une peur pas trop justifiée de merde, peut-être le préservatif l'a craqué et tout. Du coup, on avait pris le préservatif, on était parti dans la salle de bain, on l'avait rempli d'eau et on avait vérifié comme ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui coule. Et finalement, tout allait bien, rien ne s'était cassé. Après ça, on a eu une sexualité d'adolescent très régulière, genre tous les mercredis après-midi, quand on n'avait pas cours, on allait chez lui pour niquer. C'était cool, son père était pas là, jusqu'au jour où son père nous a pris en flag et j'ai dû me cacher dans l'armoire. Là, c'était un peu moins marrant. Et après, j'ai dû courir, sauter par la fenêtre et courir pour pouvoir m'échapper. Mais c'était une sexualité, somme toute, très basique d'adolescent. Et quand j'y repense, je me rends bien compte que nos références à l'époque, c'était la pornographie. Lui, il regardait du porno et il regardait des trucs et après, on les essayait. Moi, je trouvais ça normal. Et en fait, on n'avait pas d'autres référentiels parce que personne ne nous parlait de sexualité. Nos potes, ils étaient un peu au même stade que nous. Et donc... ouais, par exemple, la première levrette, c'est lui qui arrive pour me dire qu'il a vu ça, et qu'il veut essayer, machin. Et je suis là, je me dis pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis dans ma première levrette. La première fois que je l'ai sucée, je pense que j'y suis allée, j'avais très très peur. Je pense que j'avais très très peur, je trouvais ça dégueulasse, mais je l'ai fait avec plaisir. J'ai fait avec le plaisir que tu as à 15 ans de sucer une bite en fait. Hein. C'est pas un immense plaisir non plus. Hein. Et tu grandis, ça reste pas un immense plaisir toujours non plus. Mais je me souviens aussi que c'était très marqué par mon imaginaire pornographique. Peut-être, j'avais pas vu beaucoup de porno à l'époque, et encore aujourd'hui maintenant, parce que j'ai jamais trop aimé. Mais j'avais l'imaginaire de ce que disent les garçons, de tu sais, quand t'es adolescent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils machinent, ce qu'ils attendent, blablabla. Et donc, je reproduisais des schémas que je ne maîtrisais pas très bien. Mais c'est normal, j'avais 15 ans. Bref, je parle beaucoup trop de ces 15 ans. D'à peu près 15 à 22 ans, j'ai une vie sexuelle assez active. J'avais régulièrement des nouveaux copains. Je restais pas très longtemps avec les mecs. Du coup, je restais 2-3 mois, on couchait ensemble. J'ai pas trop eu des trucs de coups d'un soir, machin. C'était pas mon délire. J'avais aucune occasion d'avoir ça. Déjà, moi, je sortais pas en boîte. Je sortais pas tout court. Le soir, j'étais à la maison. Donc, c'était un peu complexe. Et jusqu'à mes 18 ans, après, j'avais mon appart. Et puis, j'étais pas hyper attirée par les coups d'un soir. Donc, j'avais plutôt des mecs avec qui ça a duré un certain temps, pas très longtemps, et puis après ça partait. J'avais à l'époque aussi des mecs, on se voyait juste pour se niquer, on était des potes, et c'était cool, enfin comme quand t'as 20 ans quoi, c'était très cool. Je dis 20 ans, tu l'as aussi à tous les âges, hein. Mais dans quelque chose de très insouciant, et j'ai pas trop de souvenirs, de trucs particuliers de cette période de ma sexualité. Je me souviens que j'étais très insécure, du coup je crois que j'en faisais des tonnes. J'avais un copain avec qui j'étais restée longtemps à l'époque, comment il s'appelait lui ? Putain, je l'ai oublié. Alors, je suis restée 1 an avec lui, c'était beaucoup pour moi. Ouais, je m'en souviens que j'en faisais des tonnes, que je faisais ce que je croyais être bien, ce que je croyais être la sexualité. Et je pense que je simulais aussi beaucoup, je sentais pas grand-chose. Pendant longtemps, j'ai pas vraiment eu de plaisir sexuel, à aucun niveau. Que ce soit quand on me mangeait la chatte ou que ce soit... Mon petit frère a peur de rentrer dans l'eau là. Attends, je te montre après, je te reparle de me manger la chatte. T'évalues. T'aurais dû te mettre ici en fait, elle est moins profonde, du coup l'eau elle est plus chaude. Ouais, mais c'est le bassin des petits, donc il y a plein de pisse. C'est un risque. Je suis très bien là. Et donc, j'ai pas de souvenir vraiment d'avoir pris du plaisir. J'ai des souvenirs voilà, d'avoir fait ce que je croyais qu'il fallait faire et d'avoir voulu satisfaire les mecs. En fait, dans les conversations qu'on avait avec mes copines quand j'étais jeune, on cherchait toujours qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le mec soit content, comment il fallait le sucer, comment il fallait le branler, dans quelle position. Je me suis avoir beaucoup voulu contrôler aussi mon apparence. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on ne voit pas ma cellulite alors que j'en avais même pas. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on ne voit pas que j'ai un gros ventre. Je te jure, j'avais même pas un gros ventre, c'est n'importe quoi. Franchement, quand on est jeune, on est vraiment... quelle est la position pour le faire le plus bander, enfin bref, que de la merde. Et je trouve avec le recul, avec quasiment 20 ans de plus, que c'est une énorme perte de temps que d'avoir essayé à ce point de satisfaire des hommes et de ne pas, à aucun moment, de ne pas avoir réfléchi à qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Mais c'est drôle, mais en fait, je me rends bien compte que c'est une autre époque, hein, j'ai 39 ans et c'était à l'époque où j'avais 18 ans, donc les mecs, on est 20 ans en arrière. Mais à cette époque, on parlait pas tellement du plaisir féminin. On n'avait pas Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. On n'avait pas des super youtubeuses ou, comme moi, par exemple, qui te parlent de sexualité, ou des super blogueuses, instagrammeuses, machin. Et
Et personne nous disait en fait que nous, il fallait qu'on prenne du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on croyait que prendre du plaisir, c'était gémir. En tout cas, moi, je croyais que prendre du plaisir, c'était gémir et savoir être la meilleure des suceuses. Ce qui, non, ne donne pas vraiment du plaisir. Pourquoi pas? C'est bien. Moi, j'aime bien sucer, hein, personnellement. Mais c'est pas ce qui me donne du plaisir, tu vois. C'est plus... ça me fait plaisir de le faire. Ça me donne pas du plaisir. J'en reçois pas beaucoup quand je suce. Donc ça, c'est mes 15-22 ans. De 20 à 25 ans, j'étais avec Laurent. Et là, j'ai découvert la vie de couple. Et la vie de couple, dans la sexualité, c'est quelque chose qui change beaucoup, en fait, notre rapport à l'autre, au sexe, à plein de choses. Et ça n'a pas été une période si facile parce que Laurent et moi, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau du sexe. Lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup le sexe, comme un mec de 20 ans, probablement. Et qui avait de gros besoins sexuels. Et je pense que son gros référentiel à lui, c'était la pornographie. Et moi, j'aimais faire l'amour. J'aimais la tendresse, j'aimais quand c'était joli, j'aimais machin. C'était pas exactement ce que Laurent me proposait. Et je suis pas sûre que j'étais capable à l'époque de l'exprimer. Donc, je vivais dans une sorte de frustration parce que je n'étais pas très satisfaite sexuellement. Et encore une fois, j'avais pas tant de modèles que ça qui me disaient comment être satisfaite, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais demander. Il n'y avait personne qui me disait que je devais m'exprimer. Et ce qui était très difficile, c'est que Laurent avait une très 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 grosse bite, énorme, immense, immense. C'est pas possible, j'ai jamais vu. Désolée Laurent, je parle de ta bite sur internet, mais c'est pas possible en fait d'avoir une bite aussi énorme et grande. Et moi, et ça je l'ai découvert après, j'ai un utérus qui est assez bas. Donc si t'as pas une quéquette normale, ça devient problématique et ça me fait mal. Et donc toute cette période, je l'ai passée en ayant beaucoup de douleurs quand j'avais des relations sexuelles. Et en fait, je savais bien que c'était parce qu'il avait une grande bite. Ok, j'étais pas con, mais je savais pas que j'avais un utérus qui était particulièrement bas. Et ça, c'est une gynéco qui me l'a expliqué bien longtemps après. Et puis surtout, je n'étais pas tant consciente que c'était pas normal d'avoir mal. Et donc, je me disais que voilà, pas de chance. Et j'acceptais de souffrir. Et c'était super dur. Parce que par exemple, quand j'avais une relation sexuelle, moi, si je mettais ma main sur mon bas du ventre, je sentais les coups et ça me défonçait sa mère. Mais quel mauvais souvenir. Vraiment, c'était horrible. Je suis sûre que ça doit être bien pour les meufs qui ont un vagin qui supporte ça. Mais moi, le mien, vraiment, il supportait pas. Et donc, j'ai pas des si bons souvenirs du sexe à cette époque. Et puis aussi, j'ai découvert ce que c'était que ne pas avoir le même désir en même temps, machin. Ne pas, je sais pas moi, avoir... lui m'a pas mal trompée. Et je pense que parce que sexuellement, je correspondais pas à ce dont il avait envie. Moi, c'est à cette époque que j'ai commencé à penser que j'aimais pas le sexe en fait, que j'étais pas fait pour ça, que j'étais asexuée, que voilà, juste j'aurais aucun plaisir sexuel dans ma vie. Et c'est une idée qui s'est mise dans ma tête et qui a mis très très longtemps à partir, jusqu'à plus que ma trentaine. Et ça me fait beaucoup de peine de repenser au fait que je me suis mis cette idée-là dans la tête, parce que je me rends bien compte que déjà c'était pas vrai, et que surtout, encore une fois, j'avais personne pour me dire vraiment qu'est-ce que c'était que ne pas aimer le sexe, d'être asexuée, tout ça. Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que ça venait pas du fait que juste, j'avais pas trouvé ce qui me faisait plaisir, ou est-ce que ça venait pas du fait que simplement des fois on n'est pas compatible avec des personnes et c'est pas grave. Et donc, je me suis mis cette petite barrière mentale qui est devenue une grosse barrière mentale, et je pense que ma sexualité a été hyper affectée par ça. Et je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps aussi qu'à l'époque, Laurent me disait qu'il pensait que j'étais une lesbienne refoulée. Et quand il me disait ça, parce que selon lui, je n'aimais pas le sexe, je savais pas faire, machin. Et quand je repense à ça, je me souviens qu'à l'époque, je prenais ça un peu comme une insulte, et en même temps, ça me questionnait. Mais j'ai complètement laissé ça de côté. Je l'ai mis vraiment dans un petit coin de ma tête et je l'ai oublié. Et je m'en suis rappelée juste là, il n'y a pas très longtemps en fait, 20 ans plus tard. Et c'est drôle parce que c'est pas le seul à m'avoir dit ça. C'est important dans le reste de l'histoire. 25-33 ans, c'était la période où j'étais mariée. Alors le mariage, c'est encore un autre délire niveau sexualité. Là, tu découvres vraiment en fait... qu'est-ce que c'est que le désir au quotidien? Comment on fait pour maintenir un désir au quotidien? Est-ce qu'on y arrive?
Bon, la réponse, je crois que c'est non, hein, on le sait très bien. J'ai découvert aussi ce que c'était le grand mensonge du sexe après des années. Tout le monde qui te fait croire qu'après des années de couple, tu niques encore, c'est la folie, t'aimes trop, t'as trop envie de ton mec. C'est pas vrai en fait. Et je m'en suis rendu compte dans mon mariage, c'était un énorme choc parce que je me suis dit, mais attends, mais toutes mes potes, elles aiment trop niquer et tout. Et moi, au bout de 3 ans, mais j'avais plus du tout envie de niquer mon mec, hein. C'était terminé. Et on a passé 8 ans ensemble, donc c'est chaud. J'avais plus du tout envie de niquer, mais parce que tout simplement, le désir, au bout d'un moment, il part et il faut l'entretenir de plein de manières. Que ce soit, j'ai pas trouvé la réponse, hein. Encore aujourd'hui, à 40 ans, je sais pas comment les gens font, ce qui arrive, mais je dis c'est un grand mensonge parce qu'en fait tout le monde te fait croire, et puis quand tu creuses un peu, que tu commences vraiment à parler avec les gens, tu te rends compte que ben non, en fait les couples mariés, les couples qui sont ensemble depuis longtemps, ils niquent pas, et que ce soit dans les couples hétéros ou les couples lesbiens, les gens te disent au bout d'un moment ils niquent plus en fait, ou très peu, ou voilà un rythme différent, en tout cas le rythme il change, et encore une fois personne ne te dit que le rythme change. À l'époque j'aurais bien aimé trouver des vidéos sur YouTube de meufs qui honnêtement disaient ben voilà, moi je suis mariée, je nie quasiment plus, je le vis bien, je le vis pas bien, j'en parle avec mon mec, j'en parle pas avec mon mec. Tu vois, ce genre de choses, c'est hyper important parce que quand on a personne qui nous dit que c'est normal, nous on croit que c'est pas normal. Et c'est dans cette période que s'est renforcé le fait que moi j'ai pensé que j'étais complètement asexuée. J'avais pas de désir en fait, c'était pas possible. Et donc j'ai accepté, mais réellement, comme une caractéristique intrinsèque de moi, qui je suis. Je suis une femme asexuée, je n'aime pas le sexe, je n'ai aucun plaisir dans ma vie. Et c'est comme ça, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et je trouve que c'est terrible parce que c'est comme si ma sexualité avait été éteinte pendant ces années-là. Alors c'est pas forcément à cause de mon mari, c'est pas à cause de machin, c'est pour plein de raisons et je vais pas parler en son nom parce que voilà, il y a plein de trucs qui lui appartiennent et qui nous appartiennent en tant que couple. Je vais essayer de rester générale sur la question, mais je pense sincèrement qu'il y avait un truc où moi j'ai éteint ma sexualité. J'étais pas capable à l'époque également de dire ce que je voulais pas et d'orienter sur ce que j'avais envie. Et je m'en suis rendu compte après. Justement, après mon mariage, quand à 33 ans, un mec m'a posé cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes? Je me suis rendu compte que non, en fait, pendant ces années de mariage, je n'avais jamais vraiment communiqué clairement sur mes envies et mes désirs. Et alors, comment est-ce que je peux espérer que quelque chose, comment je peux imaginer que mon mari, qui en plus est un homme avec un corps d'homme, qui a sa propre expérience, machin, peut savoir ce que moi, Laetitia, avec mon propre corps, mes propres désirs, le fonctionnement de mon corps, mes expériences, tout ça, moi, Laetitia, j'aime et comment j'aime. C'est impossible. J'ai eu aussi un truc trop bizarre pendant cette période. Vous me direz, parlez-moi en toute honnêteté dans les commentaires, parce que souvent, les gens, ils sont pas honnêtes quand ils parlent de leur sexualité. C'est ouf. Comment on peut avancer dans la vie si on n'est pas honnête? J'ai aussi ce truc où, au début de la relation, avant qu'on soit mariés, j'étais vachement plus ouverte et tout, je faisais plein de trucs, j'étais un peu plus pupute, tu vois, mais dans le bon pupute. Et j'aimais trop faire des trucs. Et après, quand on a été mariés, je suis un peu rentrée dans cette routine de papa-maman, qu'on n'était même pas. Et j'ai commencé à avoir un peu honte de faire ou de vouloir ou de machin. Et je me suis un peu bloquée et renfermée. Et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je ne faisais pas. Et pourquoi, alors que j'aurais pu avoir plus d'intimité avec mon mec, au final, j'avais de moins en moins d'intimité parce que j'étais de plus en plus gênée de ma vie sexuelle. C'est trop bizarre. J'ai pas encore vraiment la réponse. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un depuis 5 ans et ça m'est pas arrivé. Mais je pense parce que je l'ai identifié à l'époque et que j'ai pas voulu reproduire la même chose. Et on va revenir après. Maintenant, je suis dans un... Là, il faut que je le marque pour pas oublier. Dialogue. Je suis dans un truc où il y a beaucoup de dialogue avec mon mec, mais peut-être parce que je suis plus grande, mais peut-être parce qu'il est brésilien, il a une culture différente. Mon mec, c'est un arabe. Est-ce que, comme je suis une arabe et que lui, c'est un arabe et qu'on grandit dans des familles où le sexe est très tabou, on n'en parle pas, machin, est-ce que ça joue? Je sais pas très bien, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai eu toutes ces découvertes du désir et puis plein d'autres questions. Le consentement dans le couple. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je laisse passer? L'histoire du devoir conjugal, c'était une vraie question. Quand Farid ou même son meilleur ami un jour me parle du devoir conjugal, et pour moi ça a été très violent parce que ça n'a aucun sens. Et donc toutes ces questions-là, elles sont arrivées dans ma période du mariage et ça a été un grand enseignement. Et puis en même temps, ça a amené une véritable coupure. C'est comme si le fait que ce soit complexe comme ça m'avait amené
une prise de conscience très forte et il ne pouvait pas y avoir de retour en arrière ni de continuité dans ce que j'étais en train de vivre. Et donc, mon divorce, en ça, m'a permis une énorme prise de conscience et une énorme évolution par rapport à ma sexualité. Et un autre truc très important dont je me suis rendu compte, encore une fois, il n'y a pas très longtemps, donc genre 10 ans après, c'est que Farid aussi à l'époque me disait qu'il pensait que j'étais une lesbienne refoulée. J'ai le souvenir, il me dira si j'ai tort ou pas, mais j'ai le souvenir qu'il me disait ça. C'était un peu péjoratif, bien sûr, mais c'est intéressant de voir qu'au final, mes deux grandes relations, les deux m'ont dit un peu la même chose. Est-ce que c'était anodin, pas anodin? Est-ce que ça m'a influencé, pas influencé? Est-ce qu'en fait c'était quelque chose à prendre au sérieux ou pas? J'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'était posé, c'était dit. Et alors, 33 ans, séparation, divorce, machin, je vais au Brésil et là, c'est une révolution dans ma vie parce que je redeviens une femme désirée et une femme désirante. Et c'est, comme je t'ai dit, une grande coupure, une remise en question énorme, énorme. Et je rencontre ce fameux mec qui me pose cette fameuse question et j'ai pas de réponse. Pendant mes premières années au Brésil, je suis là depuis 6 ans, pendant ma première année, j'ai eu une vie sexuelle assez remplie. J'ai fréquenté beaucoup de gens, c'était trop bien. J'ai fréquenté des mecs, j'ai fréquenté des filles, j'ai fréquenté spécialement une fille avec qui je suis restée quasiment... Alors, on n'est pas d'accord, elle et moi, sur le temps. Moi, je dirais 5-6 mois. Elle dit 1 an. Et ça fait beaucoup de différence entre les deux, donc je ne sais pas qui a raison. Je fréquentais plein de gens en personne et j'ai découvert l'amour libre qui était hyper intéressant. Je crois pas que je t'ai fait de vidéo sur la question, mais si tu veux une vidéo dédiée, ça peut être cool. Dis-le moi dans les commentaires. J'en ai parlé beaucoup dans mes sans filtres. J'ai découvert l'amour libre avec tout ce que ça a de bon et de moins bon, de compliqué et de simple. Et... ma vie sexuelle s'est énormément améliorée parce que c'est là où j'ai pu expérimenter plein de choses. Alors franchement, j'ai rien expérimenté de bien exceptionnel. Je suis une meuf assez basique sexuellement. J'ai pas fait des plans à 3, à 4, à 10, à machin, des partout. J'ai jamais rien fait de tout ça. J'ai pas niqué dans des endroits improbables, vraiment pas. Mais j'ai pu expérimenter plutôt dans la relation à l'autre, dans le corps, dans justement qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que la personne aime. J'avais un peu oublié ce que c'était le corps d'un homme. Parce que j'avais eu l'habitude du même pendant 8 ans. Et j'avais eu l'habitude d'un autre pendant 4 ans avant et un autre pendant 1 an avant. Enfin bref, tu vois, j'avais pas tant eu de mecs dans ma vie. Et je me suis retrouvée un peu bête quand j'étais avec un mec et que je devais me souvenir, en fait, comment on fait plaisir à un mec, qu'est-ce qu'il aime, comment je le touche, où je le touche. Parce que j'étais tellement habituée au mien que je connaissais très bien et à être dans une certaine zone de confort que du coup... ça me faisait beaucoup sortir de cette fameuse zone de confort et devoir tout reprendre à zéro. Mais c'était très intéressant. Et donc j'ai eu cette histoire avec Rafaela qui a duré longtemps et c'était génial. Je pense que je t'ai jamais vraiment parlé de Rafaela et de ma relation avec une femme sur cette chaîne et je pense que je te ferai une vidéo un jour dédiée où peut-être j'en parlerai plus en détail dans mon livre. Mais ça a été, pour résumer, ça a été une expérience hyper intéressante, très 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 riche pour moi, très bouleversante. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais les meufs et que c'était trop bien d'être avec une meuf. Et j'avais pas encore réfléchi à cette époque au fait que avant, mes mecs m'avaient dit « Ah, je pense que t'es une lesbienne refoulée. » J'étais pas du tout là-dedans. C'est juste, ça arrivait par hasard dans mon existence et c'était genre trop bien. Finalement, je suis quand même partie avec un mec parce qu'à un moment donné, je fréquentais Rafaela et 4 autres personnes qui étaient 4 mecs. C'était une période magnifique de ma vie. 5 personnes en même temps, c'était génial. Je niquais beaucoup. C'était trop bien. Et le fait est que je suis tombée vraiment amoureuse de Leandro et j'ai dû faire un choix. Et ce choix-là, ça a été d'être dans une relation exclusive avec Leandro et c'était très très bien. Et donc, j'ai arrêté d'être avec Rafaela et j'ai arrêté pendant 5 ans. 5 ans d'être avec des meufs. Et ça a été un peu difficile pour moi parce que j'avais toujours ce truc où j'avais envie d'être avec des meufs et c'était compliqué, mais j'étais dans une relation exclusive. Et alors, depuis ce temps, donc... maintenant, j'ai 39 ans, ça fait 5 ans que je suis avec Leandro, ça se passe super bien. Ce qui est vraiment cool avec lui, comme je te disais un peu avant, c'est qu'il y a beaucoup de dialogue et je pense que amoureusement et sexuellement, c'est ma relation la plus mature que j'ai pu avoir, je pense. Mature dans ce que je suis moi, putain j'ai froid, je me suis baignée entre temps, là, je suis congelée. Mature dans ce que je suis moi, dans comment j'évolue avec l'autre et dans ma connaissance du corps, parce que justement je suis passée par toutes ces étapes et la première étape qui était hyper importante d'être au Brésil, de fréquenter plein de personnes au Brésil, pardon. Et donc j'ai une vie sexuelle qui
je pense, c'est assez épanoui, même s'il y a quand même toujours cette problématique qui revient du désir, la baisse de désir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ce désir? Et là, dernièrement, on a eu la grande question de la possibilité d'ouvrir notre relation, non pas de l'ouvrir complètement, mais moi de pouvoir revenir à fréquenter des femmes. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je te la mettrai dans la barre d'infos. Et donc, aujourd'hui, je refréquente des filles, en plus d'être avec mon mec. Et c'est hyper épanouissant pour moi parce que ça m'apporte un équilibre qu'il me manquait. Je ressentais bien qu'il me le manquait, dont j'avais besoin. Et je ne sais pas comment ça va évoluer, si ça va continuer, tout ça. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse de pouvoir vivre ça à mon âge. Et de m'être offert cette possibilité en fait, de m'écouter, de me respecter et de respecter ce que j'avais envie de faire. Et alors, maintenant que je t'ai fait un peu un historique de ma vie sexuelle, pardon, ça part. Maintenant que je t'ai fait un historique de ma vie sexuelle, j'aimerais te parler de certains points en particulier que j'ai pu rencontrer tout au long de cette vie-là, de t'en parler rapidement. Et puis, s'il y a des points sur lesquels j'ai envie qu'on revienne en vidéo, je peux le faire avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il ressort de tout ça? Il ressort que pendant très longtemps donc j'ai cru que j'étais asexuée, ce qui n'est absolument pas le cas. J'aime le sexe, je prends du plaisir et d'ailleurs maintenant depuis quelques années je prends du plaisir sexuel et ça c'est génial parce que c'est quelque chose que je connaissais pas forcément, encore une fois pas forcément à cause des partenaires que j'avais mais beaucoup parce que j'étais pas capable moi-même de savoir de quoi j'avais envie, de quoi j'avais besoin. Je connaissais peut-être pas assez mon corps. Et en grandissant, j'ai appris à le connaître. Je dirais qu'à mon âge, j'ai une sexualité qui est 1000 fois plus épanouie que quand j'avais 30 ans ou 20 ans. Et à l'époque, j'aurais pas du tout pensé ça. Je crois que ce truc de se dire oui, en fait, j'aime pas le sexe, c'est un peu une réponse très facile qu'on peut avoir facilement. J'ai plein de copines qui m'ont déjà dit des trucs comme ça et en vrai, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas en fait. Je ne suis pas sûre qu'elles n'aiment pas le sexe. Je pense simplement que peut-être elles sont dans des relations depuis très longtemps. Peut-être qu'elles ont des pertes de désir. Peut-être qu'avec leur mec, simplement, ça ne marche pas sexuellement et c'est pas grave. Peut-être qu'elles n'ont pas exploré ce qu'elles... Il y a mon petit frère derrière dans la piscine. Peut-être qu'elles n'ont pas exploré ce qu'elles avaient besoin d'explorer dans leur sexualité. J'ai rencontré aussi plein de filles qui pensaient qu'elles n'aimaient pas le sexe et puis quand elles sont allées avec des filles, là elles se sont rendues compte que ah bah oui, en fait le sexe c'est vraiment cool. Et ça aussi c'est très intéressant. Dans mon cas, et encore une fois je développerai bien cette question-là dans une autre vidéo, mais dans mon cas ça a été un peu une révolution en fait d'être avec des meufs parce que je commence à me rendre compte que la sexualité avec une meuf me correspond beaucoup plus que tout ce que j'ai pu vivre dans une sexualité avec un homme et c'est hyper intéressant. Déjà c'est triste de découvrir ça à 40 ans, franchement j'aurais bien aimé être avec des meufs à partir de 20 ans, mais j'avais jamais eu de modèle et je savais pas que c'était vraiment possible. Et la sexualité avec les meufs elle est tellement plus douce et... douce dans le sens de émotionnellement en plus de physiquement, dans le sens émotionnellement est tellement plus sécure que je me sens beaucoup mieux dedans. Ceci étant, je suis dans une relation avec mon mec qui est aussi très sécure et très sûre et très douce. Donc c'est pas pour mettre en comparaison et pour dire oui avec une meuf je suis beaucoup mieux parce que avec mon mec ou mes mecs nanana. Si je regarde ma sexualité dans le global, je pense sincèrement que le sexe avec les hommes c'était... Alors qu'est-ce que j'ai appris encore au niveau de la sexualité tout au long de ma vie sexuelle? J'ai appris que le désir c'était quelque chose qui était assez mouvant, qui pouvait arriver, repartir, que c'était difficile à contrôler, qu'il n'y avait pas vraiment de règles. Dans mes relations longues, comme je t'ai dit précédemment, il y a des moments où le désir il est parti, il y a des moments où il est revenu et ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était pas qu'une question de nous les meufs. Souvent on parle de nous qui n'avons plus envie de nos partenaires parce que voilà on a vécu depuis super longtemps, le désir il est parti, blablabla. Mais rarement j'entends parler de mecs qui ont moins de désir. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas autour de moi, c'est juste que rarement j'ai entendu parler. Et là, ces derniers temps, j'étais confrontée à ça avec Leandro, parce qu'on est ensemble depuis super longtemps. Et puis, lui-même, il a eu une période où il n'avait plus vraiment de désir. Et au début, j'étais un peu perdue en mode « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui plais plus, il me trompe, il se passe un truc, nanana. » Et puis, je me suis rappelé que moi-même, j'étais passée par ces phases-là et que c'était des phases normales d'une relation. Et donc, j'ai simplement ouvert le dialogue avec lui pour...
qu'on discute de ça en fait, d'où ça venait, s'il savait le pourquoi, le comment, et puis pour lui expliquer, pour moi il n'y avait aucun problème de se laisser le temps, de lui laisser le temps, et puis quand ça reviendrait, qu'il n'y avait pas vraiment de souci. Et ça a été plutôt cool. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on ait une conversation comme ça. Il m'en a parlé après et il m'a remercié qu'on ait pu avoir cette conversation. Et pour moi, ça a été très intéressant aussi d'essayer de me mettre voilà, de l'autre côté. Parce que souvent, on a tendance à critiquer les mecs et dans la sexualité notamment, à dire que les mecs sont médiocres. Et moi, je suis la première à dire ça. Je suis la première à critiquer le sexe avec les hommes, à critiquer les hommes et machin. Mais il est important aussi de comprendre qu'eux-mêmes ont leurs propres problématiques et que ils font aussi comme ils peuvent avec ce qu'ils ont et que voilà, que pour eux aussi la question du désir, c'est quelque chose de très fluctuant. Un autre truc que j'ai beaucoup appris dans ma vie sexuelle, c'est la question du consentement. Quand j'avais 20 ans, enfin même 15 ans, la question du consentement, elle n'existait pas vraiment. Ouais, peut-être quand j'ai eu la trentaine, j'ai commencé à entendre parler de ça parce qu'il y a eu Instagram et que les gens ont commencé à en parler. Mais c'était pas un truc c'était pas un sujet qu'on abordait entre copines, on l'abordait pas du tout. J'avais même jamais entendu ce mot vraiment du consentement dans le cadre de la sexualité. Et puis voilà, dans les magazines féminins, ce qu'on avait à l'époque avant Instagram, dans les magazines féminins, tout ça, dans les blogs, j'en avais jamais entendu parler. Peut-être que c'était encore peut-être une niche, je sais pas. Et donc ma vision du consentement, elle a beaucoup évolué au fur et à mesure des années parce que je l'ai comprise, parce que je l'ai expérimenté. Qu'est-ce que c'est que le consentement dans le couple? Qu'est-ce que c'est le consentement avec une personne que tu viens de rencontrer? Qu'est-ce que c'est le consentement dans une relation hétérosexuelle, homosexuelle? C'est hyper intéressant, hyper important, c'est fondamental. Et ça a énormément aussi changé ma sexualité parce qu'à partir du moment où j'ai compris que je pouvais ne pas être consentante et qu'il n'y avait pas d'obligation, j'ai appris à me respecter. Je me souviens très bien de quand j'étais jeune où on disait avec mes copines qu'à partir du moment où tu avais chauffé un mec, tu devais assumer, tu devais niquer. Et c'est d'une violence, mais d'une violence. J'ai du mal à imaginer que j'ai pu penser comme ça un jour, mais c'était un autre temps. Et je repense aussi à toutes les fois où je me suis forcée parce que je m'étais engagée, parce que je pensais que je devais, alors que c'était absolument pas le cas. Et en étant plus grande et en ayant maintenant les ressources nécessaires pour comprendre, je me suis plus jamais retrouvée dans des situations où je n'étais pas d'accord. La dernière fois que je me suis retrouvée dans une situation comme ça, c'était avec un Italien, ici à Bouzios, dans la même ville, en 2017. On est en 2023 maintenant, donc c'était il y a longtemps. Et j'en ai fait une vidéo, si jamais elle t'intéresse, j'essaierai de te la retrouver, de te la mettre en barre d'infos. Ce que j'ai appris aussi pour conclure avec le consentement, c'est que dans une relation avec une femme, le consentement, il est très exprimé, très parlé. Ça a été une révolution aussi pour moi d'avoir des meufs qui, à chaque seconde, me demandaient est-ce que tu veux ça, est-ce que tu es d'accord, est-ce que je peux y aller, est-ce que je te fais mal, est-ce que machin. Là où quasiment jamais des hommes n'ont pris autant la peine de me demander mon consentement à chaque étape. Et c'est intéressant parce que je me souviens quand il y a eu ces questions sur les consentements il y a quelques années, beaucoup de gens disaient oui, mais si on commence à demander machin, ça va enlever le côté sexy, le côté spontané, machin, ça va casser un peu le sexe. Et en vrai, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy que le consentement. C'est drôle, hein, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy. Je pense que dans ma relation avec Leandro, il y est, mais de manière moins dit. Peut-être parce qu'on se connaît plus, et peut-être parce que les questions ont déjà été résolues. Mais avec les meufs, je le retrouve et c'est quelque chose d'assez normalisé. C'est hyper intéressant, c'est trop intéressant. Et si tu veux qu'on en parle bien, on en parlera dans une autre vidéo. Un autre sujet intéressant dont je voulais te parler, c'était le rapport à la pornographie. La pornographie a énormément influencé ma sexualité contre mon gré. Parce que généralement, c'était les hommes qui mettaient la pornographie au centre en fait de nos relations sexuelles. Et c'est intéressant parce que quand je suis arrivée au Brésil, ça a complètement changé. Alors la pornographie est très présente au Brésil, c'est un des pays les plus consommateurs. Et pourtant, dans toutes les relations que j'ai pu avoir ici, je n'ai jamais senti l'influence de la pornographie dans les moments intimes. C'est drôle parce qu'en France, je l'ai énormément ressenti tout au long de ma vie sexuelle. Je voyais bien que les mecs, ils avaient ces modèles-là et qui reprenaient des modèles un peu douteux au niveau du consentement, au niveau de la violence peut-être physique et mentale. Et j'ai pu me sentir un peu violentée par la pornographie. Et en fait, au Brésil, j'ai jamais ressenti ça. J'ai pu me sentir aussi, pas respectée dans ma vie sexuelle
parce que justement il y avait ces références à la pornographie. Et ici au Brésil, je ne l'ai jamais ressenti. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que je suis tombée que sur des mecs trop cool ou pas? Je ne sais pas trop. J'ai quand même fréquenté beaucoup de mecs et je n'ai jamais eu cette sensation. Donc je ne sais pas si les Brésiliens, ils ont un rapport différent, s'ils arrivent à faire la distinction entre la pornographie et la vie réelle, si ils ont passé ce cap-là, ou si peut-être ils en discutent plus, s'ils ont d'autres modèles, je ne sais pas trop. Mais voilà. La question de la pénétration aussi, elle est très intéressante tout au long de ma vie sexuelle. J'ai cru pendant très longtemps que la pénétration, c'était le truc en fait du sexe, c'est que le sexe commençait au moment de la pénétration. J'ai énormément évolué sur la question, bien entendu, tout au long de ma vie, parce que j'ai compris déjà que le sexe ne commençait pas du tout à la pénétration. Le sexe, il commence au moment du baiser. Si ce baiser, il a une intention sensuelle, tu vois, il commence à partir de là pour moi, mais pas au moment de la pénétration. Et puis, en grandissant, j'ai compris que la pénétration n'était pas au centre de la relation sexuelle, que c'était pas un truc qui montrait le commencement et la fin de la relation sexuelle, et puis que surtout la pénétration n'était pas le plus important. Et j'ai grandi en pensant que le sexe résumait à la pénétration, que je devais aimer ça, que je devais le faire et que j'étais obligée. Et maintenant, à mon âge, j'ai bien compris que non, déjà je ne suis pas obligée, non, ça ne se résume pas à ça, non, le sexe ne se termine pas avec la pénétration, et non, on n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles pénétrocentrées ou bite-centrées, phallocentrées, je ne sais pas comment on peut dire. Et alors, en fréquentant des femmes, je me rends bien compte que la pénétration, c'est juste un petit truc dans la sexualité. Et c'est drôle parce qu'avant le sexe avec les femmes, je ne comprenais pas très bien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On doit s'emmerder au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en fait, j'ai été tellement biaisée par cette histoire de la pénétration que je croyais réellement que sans pénétration, en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'on peut bien inventer s'il n'y a pas une bite au milieu qui rentre et qui sort? Et en fait, le sexe avec une femme, c'est extrêmement inventif. C'est très différent tout le temps. Attends, j'ai très très froid, je vais sortir de l'eau et on va changer d'angle. C'est très créatif et la pénétration, c'est vraiment un truc, voilà, un des trucs dans ta vie sexuelle. Le mariage, ça m'a beaucoup montré à quel point on avait des injonctions en tant que femme, enfin en tant que femme mariée. On avait des injonctions à donner du sexe à nos maris, à remplir notre devoir conjugal. Et pour moi, ça aussi, ça a été un grand apprentissage parce que j'ai compris qu'on n'avait aucune obligation, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de conversations, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes aussi dans mon couple, c'est vrai. Et j'ai vraiment eu la sensation quand j'étais mariée que donner du sexe à nos maris, c'était un rôle qu'on nous avait... C'était un prérequis en fait. Et je me suis sentie comme un objet fait pour satisfaire mon mari. Et ça a été aussi un gros choc pour moi quand j'ai compris ça. Et quand j'ai refusé en fait de rentrer dans ce jeu-là, de ce qui m'était imposé. Maintenant, je me sens plus du tout comme ça, peut-être parce que j'ai compris ça. Peut-être aussi parce que je suis plus mariée, mais bon, je suis quand même dans une relation depuis super longtemps. Mais maintenant, je ne laisserai plus personne me faire croire que c'est mon devoir de petite copine d'épouse ou de machin que de donner, que de satisfaire les envies de mon mari. Et je parle pas de ça, quand je dis croire, je parle pas de mon mari qui me faisait croire ça, c'est pas ce que je dis, mais c'est plutôt ce que les gens me faisaient croire. Et je me souviens très bien d'une conversation avec le meilleur ami de mon ancien mari qui me dit que effectivement donner du sexe à mon mari, c'est mon devoir conjugal, c'est quelque chose que je dois faire. Et de la violence de ces mots en fait, et à quel point après ça je me sens tellement mal. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est la question de se connaître, de s'expérimenter, de se toucher, à quel point c'était important. Tout au long de ma vie sexuelle, j'ai expérimenté évidemment la masturbation, le fait de me toucher, le fait d'avoir des désirs pour moi-même, tout ça. Et j'ai bien compris qu'il était très important de connaître mon corps avant de laisser quelqu'un le connaître et me l'expliquer finalement.
parce que si je ne connais pas mon corps, je ne suis pas capable de dire ce que j'aime et de faire ce que j'aime. J'ai la sensation à 40 ans de connaître 1000 fois mieux mon corps, ce qui est logique finalement, de connaître 1000 fois mieux mon corps que quand j'avais la vingtaine. Et il y a beaucoup de subtilités que j'ai compris avec le temps. Par exemple, comment je peux jouer avec mon corps pour me donner plus de plaisir pendant un rapport sexuel. Ça ne se résume pas juste à comment je vais me toucher ou pas me toucher. Des fois, c'est des contractions, des positions, des respirations, des points que je vais toucher dans mon corps qui vont m'apporter plus de plaisir. Et tout ça, c'est une expérimentation qu'on fait avec le temps, qu'on fait seul et qu'on fait avec l'autre. Et je te dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de filles que je connais qui n'osent pas se toucher, qui n'osent pas toucher leur sexe, qui n'osent pas toucher leur corps seul ou avec leur partenaire. Et je trouve ça très dommage parce que du coup, elles s'empêchent d'avoir accès à beaucoup plus de plaisir, à une auto-connaissance d'elles-mêmes qui vont leur apporter justement beaucoup plus de plaisir seul avec leur partenaire. Résumé, touchez-vous, connaissez-vous, il n'y a aucun mal à ça et faites-le aussi avec votre partenaire parce que le sexe est quelque chose finalement d'assez léger et quand on le prend comme ça devient quelque chose de très intéressant dans la légitude. On ne dit pas légitude, mais dans la légèreté, pardon. Dans la légèreté qu'il est, ça crée quelque chose de très intéressant. Et je trouve que j'ai mis finalement beaucoup de temps à comprendre ça et que j'ai perdu beaucoup de temps. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me tienne ce discours-là quand j'avais par exemple 15 ans. Un truc que j'ai compris aussi dans le sexe, c'est qu'on n'était pas obligé ni d'avoir un orgasme, ni d'avoir du plaisir. Dans le sens où le sexe c'est vraiment cool. Il y a plein d'étapes dans le sexe et quand c'est du sexe qui est consenti avec une personne avec laquelle tu es en confiance, quand toi-même tu es en confiance, ça devient quelque chose, encore une fois, de très léger, de très doux, c'est comme un jeu, c'est des moments qui simplement nous apportent du bien dans notre vie. Malheureusement, on nous fait croire qu'il faut courir après une certaine performance, il faut absolument jouir, il faut absolument avoir des orgasmes, il faut absolument que ce soit bien, il faut absolument prendre du plaisir, il faut absolument tout ça. En vrai, il n'y a pas de règle. Parfois, moi j'ai du sexe où à la fin j'ai pas d'orgasme et pourtant j'ai pris énormément de plaisir pendant et c'était génial. Parfois j'ai du sexe où moi-même j'ai pas un plaisir physique, mais je vais donner énormément de plaisir, je vais me concentrer sur l'autre personne et donc je vais avoir beaucoup de plaisir plus dans l'émotionnel, donc c'est pas du plaisir physique, plus dans l'émotionnel et c'est génial. Parfois je vais jouir très vite, parfois ça va mettre plus de temps. Il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est encore une fois d'être bien avec soi-même, d'être bien avec la personne, de créer un espace de confiance, d'être capable de s'écouter et surtout de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. À partir du moment où on a tout ça, et bien en fait c'est juste cool. Je te l'ai dit tout à l'heure mais je te le rappelle, ce que j'ai compris aussi avec les années, c'est que faire jouir un mec, c'est pas un objectif de vie, il faut arrêter avec ça. Pendant longtemps, c'était mon objectif dans mes relations sexuelles et vraiment avec mes copines, c'était un sujet important, comment on va donner du plaisir à nos mecs et comment on va être les meilleures baiseuses du monde entier. Bon, c'est ridicule, en plus il n'y a pas de meilleurs coups, de meilleures baiseuses, de meilleurs machins. Parce que c'est qu'une question de chimie entre les personnes et de connexion entre les personnes et tu peux être le meilleur coup de quelqu'un et le plus mauvais coup d'une autre personne, donc ça n'a aucun sens. Et puis surtout le plaisir de l'homme ne doit pas être le centre, c'est le plaisir des deux qui doivent être au centre et moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est mon plaisir à moi qui est le plus important quand je suis dans une relation sexuelle. Il y a une question aussi qui a beaucoup marqué ma vie sexuelle, notamment quand je suis venue au Brésil, c'était la question de est-ce que si j'ai des coups d'un soir ou est-ce que si je couche avec plusieurs personnes, je deviens une salope. D'ailleurs, je pense que je t'avais fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelle « Je suis une salope » qui répond exactement à cette question. Et le Brésil, ça a été un grand apprentissage pour moi dans ma vie sexuelle parce que ça m'a fait me rendre compte que cette notion de je suis une fille bien, je suis pas une fille bien, je suis une salope, je suis pas une salope, je dois faire ça, je dois pas faire ça, c'était très conditionné par le regard des gens, de la société, par la peur que j'avais du jugement et qu'en vrai, dans une relation sexuelle où moi je suis qualifiée de salope, l'autre aussi est une salope parce qu'en fait on est toutes les deux personnes en fait, on est tous les deux des salopes qui se sont niquées sans vraiment se connaître et en vrai est-ce que ça a du sens? Non, on est juste deux personnes qui avons décidé de partager un moment sexuel de manière consentie et éclairée et de passer du bon temps et ça s'arrête exactement là. À aucun moment je perds de ma valeur parce que j'ai couché avec un certain nombre de personnes ou après un certain nombre de temps avec cette personne. Je ne perds ni de ma valeur ni rien du tout, l'autre personne pareil et ça n'a aucun sens. Et ça a été vraiment
un grand apprentissage pour moi de me libérer du regard des autres et d'un peu ces trucs de la société, en tout cas ces étiquettes que la société, et puis surtout la société patriarcale, machiste, sexiste, tout ça, pouvait mettre sur mon dos juste parce que j'avais une vie sexuelle épanouie et libre. Je me suis marquée ici de vous parler de la douleur, mais j'en ai parlé un peu avant. Il ne devrait pas y avoir de douleur dans le sexe et c'est très important. Quand il y a de la douleur physique, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je sais très bien que dans une relation, notamment hétérosexuelle, on accepte un peu parfois d'avoir un peu mal, que ce ne soit pas confortable, tout ça. Et moi, je l'ai fait énormément dans ma vie pour le problème que je t'ai dit là. J'ai un utérus qui est assez bas. Et du coup, très vite, moi, je peux avoir mal. Et maintenant, je n'accepte plus en fait d'avoir mal. Je le dis, je change les positions. On trouve autre chose qui me satisfasse mieux. Parce qu'en fait, quand il y a une douleur, il y a une déconnexion avec son corps et son plaisir, et du coup, ça crée une relation qui va que dans un sens et pas dans l'autre. Et puis si l'autre accepte que tu es mal, c'est problématique. En tout cas, si tu l'exprimes, si tu le montres physiquement. Et donc, si l'autre accepte que tu continues à avoir mal, je trouve que c'est problématique et donc ce n'est pas acceptable. Du coup, s'il te plaît, n'accepte pas d'avoir mal durant un rapport sexuel. Il y a des solutions, des fois c'est plus difficile, il y a des filles qui ont du vaginisme, des choses comme ça, donc c'est plus difficile, mais ce n'est pas acceptable. Il y a tellement de possibilités dans le sexe qu'en fait, on peut trouver des manières d'avoir du sexe différemment sans douleur. Notamment par exemple sans pénétration pour les filles pour lesquelles c'est très difficile d'avoir de la pénétration. Je me suis fait une réflexion il y a quelques jours sur la différence entre le sexe hétérosexuel et le sexe lesbien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, je me posais des questions par rapport à cette question d'être plutôt actif ou plutôt passif dans notre relation sexuelle, être plutôt la personne qui domine ou la personne qui est dominée. Il n'y a aucun problème à être l'un ou l'autre, il n'y a aucun problème à être l'un et l'autre. Moi personnellement je suis un peu l'un et l'autre et le fait d'avoir des relations avec des femmes, ça m'a permis beaucoup de développer cette partie plus active et plus dominante que je ne pouvais pas développer dans mes relations avec des hommes parce qu'on ne me laissait pas cet espace. Et donc pour moi c'est très intéressant parce que je me rends bien compte que j'aime bien être les deux et donc je m'épanouis énormément dans ma sexualité en ce moment. Et pourquoi je dis ça? Parce que je m'étais fait un petit schéma, attends, je sais pas ici, mais je m'étais fait un petit schéma pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que je me sens plus passive ou plus active dans une ou dans l'autre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans la relation hétérosexuelle, en vérité, j'étais toujours plus ou moins passive. Même s'il y a des moments où j'ai l'impression que je prends les choses en main, je fais des trucs, nanana. De fait, parce que je suis pénétrée, je suis passive. En tout cas, je me sens très passive. Et puis aussi, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, dans quasiment tout ce qu'on fait dans une relation hétérosexuelle avec un homme, on reste quand même un objet de plaisir pour un homme et c'est lui qui va prendre le plus de plaisir, c'est lui qui va faire en sorte d'avoir du plaisir, qui va nous utiliser pour avoir du plaisir et donc ça nous rend très passives et encore une fois, même si moi je ne suis pas si passive que ça, je suis plutôt quelqu'un d'assez actif dans ma vie sexuelle et donc je vais prendre les devants, je vais changer de position, dire ce que je veux, comment je veux, machin, mais au final de tout, je reste quand même un objet de plaisir. Mon corps reste un objet de plaisir et le plaisir est quand même beaucoup tourné vers les hommes plutôt que vers moi. Et dans tout ce qu'on va faire, peut-être il y a 80% de ce qu'on va faire qui va être tourné vers le plaisir de l'homme et 20% qui va être tourné plus vers mon plaisir dans le sens où il ne va y avoir que mon plaisir dans l'histoire. Ça va être par exemple quand mon partenaire va me toucher, va me manger la chatte, tout ça. Mais au final, ça reste une petite partie malheureusement dans les relations sexuelles, hétérosexuelles, pardon. Alors que dans une relation homosexuelle, en tout cas dans une relation lesbienne, cette notion de passivité, d'activité, de domination, de pas domination, c'est quelque chose d'assez fluctuant, qui va un peu de l'un à l'autre. Et quoi qu'il arrive, je ne me sens jamais utilisée pour le plaisir de l'autre parce que mon corps n'est plus un objet de plaisir pour l'autre et quoi qu'il ait fait, il y a beaucoup de plaisir dans les deux sens et une recherche de plaisir et de donner et de recevoir dans les deux sens qui est beaucoup plus forte que dans une relation hétérosexuelle. Je suis allée chercher mon petit cahier, voilà ce que j'ai marqué. J'ai marqué relation hétérosexuelle. Quand on est passive, on est utilisé pour le plaisir de l'autre. Quand on est plus active, on est aussi utilisé pour le plaisir de l'autre parce qu'on est active pour essayer de donner plus de plaisir que l'autre
Ouais, que l'autre prenne plus de plaisir. Alors que dans une relation lesbienne, quand on est passive, on reçoit du plaisir et on en donne. Et quand on est plus active, on donne du plaisir et on en reçoit. Et donc je trouve que dans une relation lesbienne, il y a beaucoup plus d'échanges et je ne me sens jamais utilisée. Alors que dans une relation hétéro, si je regarde et si je suis honnête avec moi-même, si je me suis toujours sentie utilisée parce que je suis pénétrée par un homme qui veut atteindre son plaisir et qui, dans la majorité des cas, est hyper concentré sur son plaisir. Voilà. Mais ça, je le développerai si jamais ça t'intéresse. Je pourrais le développer dans une vidéo à part. Je crois que je t'ai à peu près tout dit sur ma vie sexuelle et un peu ce que j'ai compris de ma vie sexuelle. J'espère de tout mon cœur que ça peut t'aider, que ça peut te donner des clés, des modèles, des choses comme ça. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses que tu veux vraiment qu'on explore un peu plus, parce que là je t'ai fait une vidéo un peu globale avec la chronologie de ma vie sexuelle et quelques points que je voulais aborder. Mais je peux les aborder un peu plus en détail si ça t'intéresse. Et pour conclure, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie sexuelle, même si je te l'ai quand même dit dans la vidéo, eh ben, je suis dans une période très épanouie. Je trouve ça vraiment cool d'avoir presque 40 ans. Encore une fois, parce que je connais mon corps, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Du coup, c'est beaucoup plus simple, plus facile. Mes relations sexuelles sont plus justes. Comme je t'ai dit un peu plus tôt aussi, je suis dans une relation avec Léandro qui est très mature, où on a énormément de dialogue, on se parle beaucoup de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et puis aussi de ce qu'on ressent. Moi, j'ai évolué aussi parce que je me suis rapprochée du féminisme, et donc j'ai compris beaucoup de choses sur ce que je vivais en tant que femme, des choses que j'avais peut-être intériorisées avant ou pas vues ou normalisées avant. Et donc, avec Léandro, on a de grandes discussions pour déconstruire beaucoup de choses, de mon point de vue, de son point de vue, et parce que les hommes aussi sont victimes de dictates et d'attentes qu'on a d'eux. Et ça me rend très épanouie de pouvoir avoir cet espace très safe de discussion et d'évolution. Et quant à ma vie sexuelle avec des femmes, eh ben, écoute, c'est trop cool. Vive le lesbianisme, vive les meufs, c'est vraiment merveilleux. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir expérimenter ça. Et que ce soit très cool dans ma vie avec mon mec et dans ma vie à moi tout court. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Et puis surtout, pose-moi toutes les questions que tu veux me poser dans les commentaires et puis je t'en ferai des vidéos. Bisous, ciao.